tout le monde. Alors la vidéo du jour, je voudrais en fait continuer, reprendre sur la vidéo que je viens de mettre sur YouTube là, où je parlais en fait des opposés dans nos traits de personnalité, c'est-à-dire par exemple la colère, l'opposé de la colère, ça va être la patience. L'opposé de la jalousie, ça va être l'admiration. L'opposé de, par exemple, l'envie, la jalousie, donc l'admiration. Copier, en fait, l'imitation. Plutôt que d'être jaloux, autant faire ce que la personne, ce dont nous ressentons l'envie, eh bien, copions cette personne plutôt que de la jalouser, de l'envier. Ce qui amène également, là comme ça en le disant, ça amène à... J'avais lu un extrait là-dessus de La métamorphose de l'esprit, qui est un livre qui a été traduit par Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste, qui traduit les 51 stances de cette sagesse bouddhiste, et le fait de travailler sur l'envie, la jalousie et la transformer en imitation, en admiration, tout au moins en admiration si on ne souhaite pas imiter, au moins qu'on admire. Et si jamais on se dit, bon, alors je vais imiter, je vais faire pareil, ça crée la graine de la persévérance et de la volonté en fait. Donc je ne sais plus trop comment je l'avais lu, là comme ça je ne pourrais pas vous redire exactement, parce que je lisais l'extrait. Mais en fait, ça explique cela que la sagesse du bouddhisme nous fait comprendre qu'en travaillant sur notre conscience des choses, des choses qui nous entourent, des personnes, de l'environnement, et aussi bien des choses, le bouddhisme met toujours en exemple le tuyau d'arrosage qu'on croit être un serpent. Donc on a peur, et on a peur effectivement, puisqu'on se rend compte très vite que ce n'était pas un serpent, mais un tuyau d'arrosage. Donc je voudrais juste préciser par rapport au bouddhisme, parce que je suis toujours en train de dire bouddhisme. Bah oui, parce que ce sont mes références, mais ce sont mes références actuelles, sans que ce soit les références en fait que je suive. En fait, il se passe que je suis en train de prendre un chemin de vie, et je me suis rendu compte que ce chemin de vie, sans le savoir, c'était le chemin du bouddhisme. Et je disais toujours, je veux être moine bouddhiste, mais je le pensais vraiment que je voulais ça, mais je voulais ça parce que je trouvais que les humains étaient atrocement cruels. Mais quand je pensais ça, j'étais dans une réalité qui était complètement différente de celle dans laquelle je suis maintenant. Donc bien entendu, nous attirons ce que nous vibrons, et à ce moment-là, je vibrais l'enfer, clairement. Donc bien sûr, j'attirais que des personnes pareil, démoniaques en fait. Donc j'avais toujours ce sentiment qu'on me faisait du mal et qu'on me voulait du mal. Et du coup, bah, je m'étais dit ça, je veux être moine bouddhiste. C'était une sorte de protection en fait. Mais je le pensais vraiment, mais ça n'avait rien à voir avec la religion en fait. C'est-à-dire que je ne me voyais pas sœur. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que le truc de la chrétienté catholique et tout ça, je ne me serais pas vue sœur en fait. Par contre, moine bouddhiste, enfin je ne sais pas comment on dit au féminin, mais c'est ce qui m'a appelé un jour de me dire, bon, il faut que tu te protèges de ce monde cruel, sinon tu vas finir vraiment par te suicider, parce que ça te fait souffrir de tous les côtés, les gens ne sont pas bienveillants du tout. Alors tu vas devenir moine bouddhiste. Je me suis renseignée pour le faire, et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de restrictions au niveau du style de vie à adopter, et notamment il faut par exemple rentrer dans un sanctuaire, enfin on l'appelle, je ne sais pas comment cela s'appelle, un sanctuaire ou pas un ashram, mais enfin là où on pratique l'art de bouddhisme en fait. Et en fait
Eh bien, je n'ai pas eu envie de cela, je n'ai pas eu envie de cette préparation stricte comme cela, je n'ai pas eu envie de me couper de la vie que je menais, et je me suis dit, je vais en fait sélectionner ce qui m'intéresse le plus, parce que ce que j'aspirais, c'était être en paix en fait. Donc je me suis dit, je vais prendre les enseignements de la formation pour être moine bouddhiste, je vais les appliquer dans ma vie, tout en gardant ma vie normale, et bien, ça va déjà m'aider, je pense, sur un chemin de paix intérieure. Voilà, donc c'est comme cela que j'ai dérivé sur le bouddhisme, mais je ne pense pas du tout être bouddhiste en tant que religion. Surtout que là, j'ai écouté il n'y a pas longtemps que le bouddhisme avant, c'est Thich Nhat Hanh qui explique ça dans une de ses vidéos, lorsqu'il faisait encore des conférences au village des Pruniers et ailleurs dans le monde entier, parce qu'il était quelqu'un de vraiment très intéressant. Il a fui le Vietnam lorsque c'était la guerre, et il a été exilé parce qu'il s'est exilé, ou il a été exilé, je ne sais pas comment on dit, parce que dans son pays, il n'était plus accepté, parce qu'en fait, il prêchait la paix, en fait, la non-violence. Ça fait un peu comme Gandhi en Inde. Donc ce sont des figures, même, je dirais même, pas seulement symboles de paix, mais également des figures un peu politiques, malgré qu'ils n'étaient pas dans la politique, mais le fait qu'ils aspirent la non-violence, et qu'ils arrivent à avoir un droit d'écoute, parce qu'après du coup les 40 ans d'exil, le gouvernement vietnamien lui a demandé qu'il revienne, et il a pu en fait poser ses conditions, et il a demandé que tous ses livres soient publiés, etc. Donc il a eu beaucoup d'avantages à que le gouvernement lui demande de revenir. Il a accepté sous ces conditions que le gouvernement a accepté. Donc il avait à ce moment-là un droit de parole. Il a été auprès de Martin Luther King, si je me souviens bien, de ce que j'ai pu lire enfant. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait un pouvoir d'écoute et de crédibilité auprès des teneurs politiques et des gouvernements, et des hommes politiques qui dirigeaient certains pays, comme par exemple Martin Luther King, qu'il a invité pour se rencontrer, etc. Donc voilà, donc Thich Nhat Hanh, ce n'est pas n'importe qui, c'est ça que je vais vous dire. Je le savais déjà avant là vous le dire, mais là, comme j'ai encore réécouté une vidéo de lui, de Thich Nhat Hanh, où il fait une conférence, et à la fin de la conférence, il lit un article du Monde qui a été publié à propos de Thich Nhat Hanh, et c'est là que l'article du Monde dit ce que je viens de vous dire. Donc je l'avais déjà lu, mais c'est vrai que je ne pensais pas le dire, et là j'insiste un petit peu là-dessus, parce que si vous ne connaissez pas Thich Nhat Hanh, et que vous dites Thich Nhat Hanh, et que vous ne lui portez pas la crédibilité que j'aurais tendance à dire qu'on porte aux personnes lorsqu'on connaît leur histoire, et qu'on sait qu'elles ont un impact plus grand que le fait qu'elles ne soient pas connues, en fait. Donc en fait, les gens sont connus jusqu'à ce les gens ne nous sont pas connus jusqu'à ce qu'on les connaisse, en fait. Donc là, si vous ne connaissez pas Thich Nhat Hanh, bah maintenant vous connaissez Thich Nhat Hanh, et il fait partie bon, lui, il était moine bouddhiste, ce n'est pas un leader de libération, mais il était aux côtés il œuvrait pour une libération une fin de guerre, etc. en fait. Hein. Donc ce sont des hommes importants dans l'histoire, en fait. Hein. Voilà. Petite parenthèse sur Thich Nhat Hanh, quand même une personne importante. Voilà, donc c'est sur lui que j'ai basé les dernières vidéos que j'ai faites. J'ai fini le livre La métamorphose de l'esprit, où il explique les stances du bouddhisme. Donc là, j'ai dérivé pour vous expliquer, oui, parce que du coup, dans les stances du bouddhisme, il explique ça, qu'en fait, la pleine conscience, ça c'est la pratique de la sagesse du bouddhisme, qui est devenue une religion. Mais si on parle pas de la religion, mais de cette pratique de la sagesse du bouddhisme, et qu'on enlève le terme religion, parce que moi ça m'embête un petit peu vraiment de dire que le bouddhisme c'est une religion, parce qu'à la base c'est une sagesse. Et c'est surtout un art de vivre, c'est une technique, c'est ça, c'est une technique, voire plusieurs techniques. Ce n'est pas comme, enfin si, la chrétienté, le catholique, nous avons la Bible, et si on applique les commandements, bah, nous sommes quelqu'un de bien, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Je ne connais pas les 10 commandements, mais bon, on sait très bien que si nous appliquons les 10 commandements, c'est pareil, c'est un art de vivre.
Donc en fait, si nous appliquions le Ramadan, pardon, le Coran, qui est relié avec aussi le Ramadan, le fait de ne pas... en fait, le Ramadan, je l'ai fait une fois. Le Ramadan, c'est de se mettre à la place du pauvre, en fait, qui, quand lui n'a pas d'argent et qu'il passe et que ça sent partout, l'odeur de petits pains au chocolat, comme ça cuit, le pain et tout ça, et que lui n'a pas d'argent et le pouvoir financier de pouvoir acheter ce qu'il veut. Il est toujours tenté et il doit toujours résister. Et en fait, le Ramadan, c'est pour se mettre... apprendre la compassion à c'est quoi être pauvre en fait, parce que lorsque vous êtes en Ramadan, on ne peut pas manger pendant un certain temps et pendant ce moment-là, je crois que on a le droit de cuisiner par exemple, donc les odeurs sont là, mais on ne peut pas, ou on peut aller en ville chercher la nourriture pour le soir lorsqu'on aura le droit de manger, quand le couvre-feu, les heures là, à respecter sont terminées. Et donc du coup on voit toute la nourriture mais on ne peut pas toucher en fait, donc c'est pour se mettre à la place du pauvre en fait. Donc en fait même le Coran qui est la Bible de la chrétienté, catholicisme et le Coran que pour le musulman, il y a aussi l'autre livre là pour... moi je suis pas trop calée justement en religion, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est pas trop mon truc moi la religion à la base, mais... Je suis curieuse en fait parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays et dans chaque pays, tous les pays que je suis allée, il y avait toujours les différentes religions. À l'époque, j'avais passé plus de 10 mois au Maroc, donc j'ai eu le temps de côtoyer et de faire le Ramadan avec eux et de voir la culture. Donc, et l'Inde avec le bouddhisme, l'hindouisme aussi, et même en Inde, vous allez à cette partie de l'Inde, c'est même catholique. Donc, bon, j'ai eu, il y a le dernier pour le peuple juif, j'ai perdu le mot qui est l'équivalent de la Bible, vous saurez certainement ce que je veux dire, l'équivalent de la Bible et du Coran pour le peuple juif, pour la religion juive, c'est pas pour le peuple, c'est pour la religion juive, parce que ces livres ils sont attribués à la religion, c'est pas au peuple en fait, c'est à la religion, parce que vous pouvez très bien être juif, et ne pas être de la religion juive en fait, je ne sais pas si c'est possible, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez être allemand et musulman. Moi j'ai longtemps équivoqué ça, je croyais que les musulmans c'était tous les gens qui étaient maghrébins, arabes, africains, alors que pas du tout, en fait n'importe qui peut se convertir à être musulman, n'importe qui peut être comme là, je peux dire je suis musulman, bouddhiste, catholique, on choisit sa religion en fait, donc on l'a choisi si on n'en a pas, ou la plupart du temps, on nous l'impose parce qu'on est de parents musulmans, donc on est musulman par obligation, entre guillemets, par succession, mais on peut choisir de dire, bon, bah finalement, moi je ne veux pas être musulman et je veux devenir bouddhiste. Ça doit exister des gens qui font ça, bien entendu. Donc ce que je veux dire, c'est que la religion, finalement, c'est un choix. Voilà. Donc... mais je ne m'identifie pas à que je suis bouddhiste. Et ma vie est en train de prendre un chemin que je suis du verbe suivre, le chemin de cette spiritualité qui a commencé avec la pratique du yoga. Et la pratique du yoga, elle a commencé en Inde il y a des années, déjà 2000 ans, 3000 ans, ça existe depuis toujours en fait, c'est des milliers d'années. Bien entendu, la pratique du yoga, elle est reliée à la pratique de la méditation, et la pratique de la méditation, elle est inculquée par la sagesse du bouddhisme. Donc c'est en faisant ce chemin de vie, en prenant ce chemin de vie, de vouloir être heureuse et de vouloir me rectifier le dos, parce que j'avais des douleurs chroniques, j'avais très mal au dos, donc j'ai commencé le yoga, et de là, pour apaiser mon esprit, j'ai commencé la méditation, et j'ai découvert le bouddhisme en fait, mais malgré que je connaissais le terme Bouddha, le mot Bouddha, et que j'avais toujours des petits Bouddhas par-ci par-là chez moi qui traînaient, mais je ne comprenais pas, enfin c'était le Bouddha pour moi, c'était comme un chat, ou comme un personnage emblématique, comme c'est-à-dire je n'aurais pas eu Jésus-Christ sur la croix dans ma maison. Par contre j'avais des Bouddhas, alors je ne sais pas pourquoi j'avais des Bouddhas et pas Jésus-Christ, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que peut-être Jésus-Christ sur la croix c'est un peu morbide pour moi, et le Bouddha il est toujours avec son gros ventre et sourit, donc voilà, moi ça me plaisait le Bouddha et pas Jésus-Christ, mais je n'ai rien contre Jésus-Christ, et voilà. Donc, je voulais juste revenir sur la vidéo, je vais essayer de pas trop m'éparpiller et essayer de la faire plus ou moins courte. Juste pour vous dire que hier, enfin dans la vidéo la dernière là, qui était hier,
en fait, je n'ai pas eu le temps de dire, du coup, vous transformez, parce que du coup, le bouddhisme dit ça, qu'en fait, la pratique de la pleine conscience amène la concentration. Donc, ce sont 4, je les ai exactement, j'ai lu l'article, le livre, l'extrait l'autre fois, mais là, comme ça, je vais essayer de vous le redire plus ou moins. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a la concentration qui nous vient, l'attention, la concentration. La pleine conscience vient avec la pratique de la méditation, en fait, c'est un cercle, en fait, c'est-à-dire qu'on dit, veux méditer pour pratiquer la pleine conscience, et le fait de pratiquer la pleine conscience fait que nous méditons, en fait, donc voilà, et ça amène donc la concentration, l'attention, la pleine conscience, et puis ce sont 4 vertus ou 5 vertus que le bouddhisme cite. Bon, je pourrais vous les retrouver, attendez, je vais le faire bien, et parce que le livre, je l'ai là, et j'avais trouvé l'extrait qui était à la page, je crois. Comme ça, je vais bien vous le... Attendez, c'était pas prévu, j'avais pas prévu de reprendre le livre, parce que je l'ai dit dans une vidéo l'autre fois, et du coup, bon, écoutez, je sais pas si je vais retrouver là... Bon, non, je sais plus où c'est, alors attendez... Je suis pas sûre que je vais le trouver, excusez-moi là parce que je vous fais perdre du temps. Bon, non, là comme ça je vais pas le retrouver, mais vous regardez oh, peut-être c'est là, attendez. Ah oui, attendez, je crois que je vais le retrouver. Ça doit être, c'était ici. Attendez... Oui, c'était ça. Alors, le Bouddha a enseigné qu'il existe 5 facultés. La première faculté est la foi. Nous avons besoin d'avoir foi dans la possibilité de toucher le nirvana. Donc, le nirvana, c'est le bonheur suprême. De nous éveiller à l'uncité. L'uncité, c'est le tout. Donc on pourrait l'appeler aussi le cosmos, Dieu, enfin vous lui donnez le nom que vous voulez. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle, mais d'une foi fondée sur la compréhension, la vision profonde et l'expérience. La foi mène à l'énergie, donc ça c'est la deuxième faculté que je vous disais, que je vous disais juste à l'instant, mais je ne vous ai pas dit. Donc la foi, l'énergie, donc la foi mène à l'énergie, qui est la deuxième faculté. Sans foi et sans confiance, nous sommes vite fatigués. Pour avoir de l'énergie afin de regarder profondément les choses, nous avons besoin d'avoir confiance en notre capacité à nous éveiller, et la foi est la compréhension éveillée du Bouddha. Donc la foi dans l'énergie, nous transformons notre énergie en pleine conscience, donc c'est ce que je vous disais juste à l'instant, la pleine conscience c'est la troisième faculté, et quand il y a pleine conscience, il y a concentration qui est la quatrième faculté, et il y en a 5, donc lorsqu'on a la foi, l'énergie, la pleine conscience, la concentration, 4, si nous vivons en pleine conscience, tout se produit dans la concentration du regard profond. Quand notre concentration est faible, nous pouvons voir la nature des origines interdépendantes pendant un court instant, mais très vite, nous voyons à nouveau les choses comme étant permanentes et dotées d'un soi séparé. Mais si notre concentration est forte et constante, nous pouvons continuer à voir la nature interdépendante des choses en nous et autour de nous. Quand notre concentration est assez forte, cela mène à la 5e faculté, la compréhension. Donc avec la compréhension, nous ne perdons pas de temps à rêver du futur ou à demeurer dans le passé. Nous nous éveillons à notre véritable nature. En faisant un pas en pleine conscience, nous entrons dans le monde de l'uncité, le royaume de Dieu. La compréhension renforce notre foi, et c'est ainsi que les 5 facultés opèrent. Voilà, donc j'avais pas prévu de vous relire cet extrait-là, mais c'est pas grave. C'était parce que je ne sais pas si vous regarderez les autres vidéos. Voilà, donc comme ça j'ai bien expliqué ce que j'étais en train de dire. Et donc du coup c'est ça que je voulais vous dire, les opposés dans les traits de personnalité négatives que nous avons. Donc la colère, on la transforme en patience, la jalousie en admiration, par le biais de l'observation de la pleine conscience. Et du coup cette pleine conscience, on a besoin de l'énergie et on a besoin de la concentration. Mais du coup, le fait de pratiquer la pleine conscience nous donne l'énergie et nous donne la concentration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, dans le cas autistique Asperger et dans les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité avec le HPE, haut potentiel émotionnel, la plupart du temps, nous avons des troubles de déficit de l'attention. Et le fait de pratiquer la méditation et essentiellement également la pleine conscience,
développe notre concentration et réduit donc notre trouble de déficit de l'attention et augmente notre capacité de concentration. Donc ça, vous pourrez le voir dans les vidéos que je fais parce que je tiens pendant 1h30 et je pourrais continuer. Après, hier, j'avais mal à la tête, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais parler pendant 4 heures comme ça avec quand même un dialogue cohérent avec... alors je dis pas que j'ai le savoir absolu, hein, attention, mais ce que je veux dire, ce que je dis, c'est quand même plus ou moins cohérent, quoi. C'est-à-dire que je perds pas le fil de ce que je dis, tout est relié, même si c'est en arborescence que je parle comme ça, je reviens toujours sur le sujet. Ben ça, c'est grâce à la méditation. Pareil, le fait que j'ai pu pratiquer le logiciel de production de musique et arriver à réussir à produire, créer, vous l'appellerez comme vous voulez, la musique grâce à le logiciel, le soi-disant, le plus performant du monde. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Ableton Live, là, qui demande quand même, c'est vrai, pas mal d'heures à pratiquer. Bon, ben, si je n'avais pas... été concentrée pour faire cela, je n'aurais jamais réussi. Et donc, du coup, à l'époque, pourtant, je ne méditais pas, mais je crois que j'ai fait de Ableton, le logiciel de production, un intérêt spécifique. Et du coup, comme c'était une passion, j'étais concentrée. Donc, c'était ça aussi que je voulais vous dire, que je n'ai pas dit. Le fait que vous allez travailler sur ce que vous devez éliminer, et clairement, vous ne pouvez pas passer votre vie à être... à regarder les mouches voler comme je le faisais à l'école, parce que bien sûr j'avais le trouble de déficit de l'attention avec, je pense que j'étais pas de pure hyperactivité, je l'ai eu plutôt plus tard, voilà, l'hyperactivité, mais je me souviens que je restais facilement, enfin ça me dérangeait de rester assise, mais je le faisais, j'obéissais et je restais assise toute la journée pour écouter, mais par contre je regardais beaucoup les mouches passer par la fenêtre, ça ne m'intéressait pas à l'école et j'étais donc très distraite. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que si j'étais restée comme ça, bien entendu, en fait, si je n'avais pas trouvé des passions, j'aurais continué à rêver, mais pas dans le bon sens du terme, en fait. C'est-à-dire que j'aurais continué d'être distraite inutilement et je n'aurais pas utilisé tout ce potentiel que j'avais, que nous avons tous d'ailleurs, ce potentiel d'intelligence là qui est endormi dans la plupart de nous tous. Nous sommes tous très intelligents, mais c'est juste qu'on ne le sait pas, et à force qu'on regarde les mouches par la fenêtre, on nous dit qu'on est bête, stupide, pas concentré, pas intéressé, peut mieux faire, ne sait pas, n'a pas compris, et on n'a pas de bons résultats, tout ça parce qu'en fait il faudrait que je me fasse tester au niveau des QI, mais je ne pense pas que j'ai tous les QI, ça c'est sûr, parce qu'il y a des trucs où vraiment je ne comprends pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que apprendre l'italien en 4 jours, c'est pas normal. J'ai plus de doute sur le fait d'être au potentiel émotionnel là, et ni même sur le fait d'avoir les traits de l'autisme Asperger. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que c'était important, je pense, d'éliminer ce truc de déficit de l'attention là, d'avoir des difficultés à me concentrer. Parce que pourquoi j'avais des difficultés à me concentrer? Parce que ça ne m'intéressait pas, et c'est ça que je vais vous dire. Lorsque vous vous dites il faut que j'arrête d'être en colère, donc vous apprenez la patience, vous devez travailler, arroser votre graine de la patience en pratiquant déjà de vous observer quand est-ce que vous vous mettez en colère, et faire que à force de pratiquer votre observation, vous allez reconnaître ce qui va vous mettre en colère et éviter de rentrer dans le magnétisme de tiens, il me met en colère et je rentre dans le jeu. Mais ça, il faut pratiquer. Et donc du coup, dans toute l'élimination de tout ce que vous désirez retirer de vous, je pense que c'est bien que vous retiriez ce truc de la déficit de l'attention, parce que c'est pas possible en fait, mais c'est pas difficile à retirer ce truc là, c'est juste qu'il faut que vous trouviez c'est quoi que vous aimez en fait, c'est juste ça. Il ne faut pas croire que le déficit de l'attention c'est pour toute la vie et que jamais vous n'allez réussir à vous concentrer, ce n'est pas vrai, ou que vous avez des difficultés pour apprendre, ce n'est pas vrai. C'est parce que jusqu'à présent vous n'avez pas encore, je dis bien pas encore trouvé c'est votre passion en fait. Donc peut-être que vous avez des enfants, que vous avez déjà du travail depuis 10 ans, et que votre vie, votre maison a crédit, et vous vous dites bon c'est fini pour moi maintenant, j'ai déjà 40 ans, alors je n'ai pas encore trouvé ma passion, donc c'est fini. Mais non, mais il ne faut pas penser comme ça. C'est-à-dire que je sais pas moi, achetez une feuille blanche et mettez-vous à peindre. Vous allez voir que si c'était ça votre passion et votre talent inné, que vous ne le saviez pas, vous allez voir que vous allez pouvoir rester devant la toile
toile blanche pendant 5 heures et à la fin des 5 heures, vous aurez été concentré même aux petits détails près à 3 mm de la peinture, de la toile pour pouvoir peindre les détails. Et ça, vous n'auriez jamais pu le faire si ça n'avait pas été une passion. C'est ça que je veux vous dire. Ce trouble de déficit de l'attention disparaît avec la passion. Et la passion, elle est liée à l'amour. Donc quand vous faites les choses avec amour, même si ce n'est pas forcément votre passion, ça doit vous aider à vous concentrer en fait. Ça doit aider. Et à force de pratiquer, on va dire, l'attitude, je fais les choses avec amour et attention, et pleine conscience en fait de ce que je fais, je suis là et je le fais et bien et avec amour, pleine conscience, et bien ça fait travailler cette concentration et cette attention, et en faisant ça, vous travaillez la pleine conscience et vous travaillez les 5 facultés que donne la pleine conscience. Et la pleine conscience est dans les 5 facultés en fait. La foi, le fait de se dire, sans la foi, vous pouvez, et c'est vrai, enfin moi je parle pour, quand je dis c'est vrai, pourquoi je dis c'est vrai? Je peux dire c'est vrai que parce que je l'expérimente moi en fait, sinon je ne pourrais pas dire que c'est vrai. Je dirais ah oui d'accord, ok, pourquoi pas, mais là maintenant le fait de l'expérimenter, bah, bien sûr c'est ce que j'expliquais dans la vidéo juste avant, elles sont dans l'ordre hein, de toute façon, c'est simple, hein, vous les regardez du bas en haut, au bas, en bas, haut en bas, enfin c'est dans l'ordre. Donc là, celle juste avant, je disais ça que j'ai eu la foi qui a grandi au fur et à mesure des tragédies qui me sont arrivées dans ma vie, des événements dramatiques. Et ça a construit ma foi parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais des petits anges qui veillaient sur moi et qui me sauvaient la vie à chaque fois. Donc, je pense que si je n'avais pas eu la foi, déjà ne serait-ce la foi de croire que l'évolution, la transformation est possible, et la foi en que la lumière est au bout du tunnel en fait. C'est la foi, c'est ça la foi. Qu'est-ce que vous croyez que c'est la foi en fait? La foi, c'est pas forcément dire je crois en Dieu, on sait même pas c'est quoi ce Dieu là, le terme qu'on lui a mis, Jésus et tout, le Bouddha, les religions, tous ces trucs là. Croire en des religions, croire en des personnages qu'on ne sait pas. Ce qui est important, c'est croire en nous en fait, c'est ça la foi, c'est croire en nous quoi, et quand on croit en nous, on croit en l'autre en fait. Si on sait qu'on est capable d'évoluer au fond de nous et qu'on a une lueur d'espoir que ça va changer, en parlant pour nous ou même pour une situation de notre vie, avoir la foi que pour le moment je suis dans la rue, mais demain j'ai la foi que je vais trouver du travail et je vais pouvoir me sortir de la rue. C'est avoir la foi, l'espoir. En fait, finalement, la foi, c'est comme l'espoir. C'est peut-être un peu plus divin, quoi. C'est peut-être un peu plus sacré, le terme de foi, que l'espoir. Mais l'espoir, c'est pareil, c'est sacré aussi. C'est-à-dire que si vous retirez l'espoir, il n'y a plus rien. L'espoir, c'est ce qui mène la danse de l'amour, de la volonté et de la motivation. Donc, ce sont deux termes qui sont différents, mais finalement qui se rejoignent beaucoup. Donc, je voulais juste complémenter la vidéo avec ça, qu'en fait, lorsque vous éliminez votre... en fait, lorsque vous trouvez une passion, vous éliminez ou réduisez tout au moins. Et logiquement, vous devriez pouvoir l'éliminer même. Enfin, bien entendu, ça dépend. Parce que c'est pas vraiment éliminé, parce que le trouble de déficit de l'attention, il sera toujours là quand on vous parlera de choses qui ne vous intéresseront pas. Vous allez divaguer, et ça me le fait encore avec moi. On me parle de trucs des fois historiques, de dates et tout ça, et je décroche très facilement en fait. Donc il y a plein de sujets où je décroche très facilement, il y a aussi plein de sujets que je ne comprends pas. Voilà, mais il y a plein d'autres sujets où je comprends, il y a plein d'autres sujets où j'accroche, tout ce qui est psychologie, spiritualité, tous les trucs là, neurosciences quantiques et tout ça, quand c'est pas trop compliqué, que c'est apporté d'un humain qui n'a pas étudié la neuroscience, qui se documente là-dessus, j'accroche à fond en fait. Donc voilà, il ne faut pas focaliser sur ce qu'on n'accroche pas, il faut regarder là où on accroche. En fait, c'est ça le problème avec tous ces spécialistes et qui nous diagnostiquent. Et lorsque nous diagnostiquons, on se reconnaît essentiellement dans les atypicités
de comportements qui sont soi-disant pas normaux et un peu des failles, quoi. On focalise sur les défauts, quoi. J'ai le trouble de déficit, je suis anxieux, je suis ceci. Bah oui, mais tout ça, ça a un opposé, en fait. Ce déficit de l'attention, là, l'opposé de ça, c'est l'hypercréativité, de même que l'hyperactivité. L'hypercréativité pour le trouble de déficit de l'attention et pour l'hyperactivité, leur opposé, c'est l'hypercréativité. La créativité déjà, et l'hypercréativité. Si vous arrivez à transformer votre hyperactivité en hypercréativité, ce qui est possible, c'est ce qui est pour moi arrivé, à force de pratiquer la créativité, il y a un moment où on devient hyper créatif. Et ce trop-plein d'énergie que nous avons, à force de toujours canaliser l'énergie dans quelque chose que nous aimons, et bien à la fin, on fait tout avec amour. Tout est un art à créer, tout se fait avec amour et création. On devient très créatif, on ne s'ennuie jamais, tout est pour nous, à nos yeux, quelque chose à transformer, en fait. Là, je parle pour moi, et je pense pas que pour moi, je pense que c'est ce que disent aussi les neurosciences. Du coup, je l'applique et je vois que ça marche, et en effet, c'est l'expérience de ma vie, mais c'est ce que disent les neurosciences, qu'on est des super-héros, en fait. En gros, quand on arrive à dominer notre subconscient, qui est à majorité la répétition de nos pensées de la journée inconsciente à 95% est négative. Lorsque nous arrivons à contrôler cela, on reprend le dessus, on reprend le contrôle de notre mental, en fait, et en fait on récupère notre énergie, parce que l'énergie elle est mangée par cette attention mise sur l'inconscient, sur des pensées inconscientes. On ne se rend même pas compte qu'on pense, et on pense tout le temps des choses négatives, on ne se rend pas compte, et du coup pendant ce temps-là, on ne peut pas être créatif, c'est pas possible. Donc en fait, c'est ce que nous expliquent les neurosciences, c'est ce que nous explique la méditation, c'est ce que nous explique la spiritualité, c'est ce que nous explique aussi la plupart des coachings en développement personnel, comment transformer sa vie la plupart du temps. En gros, que ce soit des pensées positives, affirmations positives, que ce soit la pratique d'un sport, la pratique d'une activité, que ce soit un changement dans notre vie, un changement d'une addiction, quelle que soit la chose que nous décidons de transformer, on doit utiliser notre pouvoir du subconscient, en fait, de nous dire bon bah c'est comme ça maintenant, et maintenant je souhaite créer une autre réalité. Vous êtes d'accord avec moi que si vous changez quelque chose dans votre vie, c'est que vous visualisez ce que vous décidez de devenir, en fait. Donc c'est un pouvoir, en fait, c'est le pouvoir de la transformation. Ça paraît abracadabra comme ça quand on n'est pas dedans, mais je vous promets qu'une fois que vous le faites, vous allez voir, quoi. Enfin, je peux pas vous dire plus que cela. Enfin, il faut faire l'expérience et vous allez voir. Si vous faites l'expérience, c'est pas grand chose, c'est vraiment, ça paraît plus que ce que ce n'est. Il faut juste que vous vous motiviez et que vous mettez un petit fessé sur les fesses, un petit fessé sur le postérieur pour vous motiver à ne pas arrêter, en fait, parce que bien entendu les résultats c'est pas automatique, il faut continuer l'autodiscipline, mais il y a vraiment le résultat, la transformation, et la transformation elle ouvre la porte à que tout est possible, en fait. Si c'est possible d'arrêter la cocaïne en disant j'arrête la cocaïne, si c'est possible de dire j'arrête de boire et d'arrêter de boire, et en plus de remplacer ça par faire du sport, commencer le yoga, et prendre des chemins de vie qui bifurquent complètement et qui nous font revenir là où on doit être, centralisé avec nous-mêmes, en fait, au milieu, et pas s'écarter dans tous des chemins qui nous font partir et qui nous font expérimenter plein de trucs parce qu'on est complètement déconnecté avec nous-mêmes. Et du coup, comme on est déconnecté avec nous-mêmes, on part là, quoi, c'est normal. Donc là, c'est des expériences de vie, ok, c'est bien de les faire, mais à un moment il faut revenir. Et où est-ce qu'on revient? C'est ici, centralisé sur nous-mêmes. Et cette centralisation, elle se fait par le biais de ces découvertes d'activités, notamment la méditation, le yoga, la pratique de manger sainement, avoir une vie saine, quoi, et être un peu hippie, si on pourrait l'appeler comme ça, si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Moi je sais pas, y a des gens qui vont dire oui c'est une hippie, bah oui, si ça vous dit bah oui c'est bien si c'est une hippie, bah oui d'accord, si c'est ça que vous voulez dire, il n'y a pas de problème, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, Jésus, les hippies, le Bouddha, vous mettez les noms que vous voulez à chaque concept, mais ce qui est important, c'est d'y croire. Parce que si vous n'y croyez pas,
mais vous n'allez pas commencer. Déjà, le travail à opérer à que, bah oui, vos failles là que vous avez et ce qui vous pose problème dans votre vie, vous avez la capacité de les changer. Mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a personne. Alors après, il y a des aides, notamment par exemple cette vidéo qui peut peut-être vous aider. Ben, c'est que cette vidéo qui va vous aider. Elle peut peut-être vous donner l'envie d'aller découvrir en effet ce que je dis, sur quoi je base mes trucs, qui sont dans la description de la vidéo chaque fois, toutes les vidéos, et du coup vous documentez. Et là, vous allez vraiment vous documenter auprès de ceux que moi je fais que citer et que je donne en exemple, parce que j'ai pas leur connaissance, leurs études non plus, mais j'applique ce qu'ils disent, et donc du coup bah, je vous donne juste, je vous transmets cela, et mais vous avez besoin quand même d'être guidé dans ce chemin de transformation là, de révolution intérieure. Et sincèrement, c'est pas moi qui peut être votre aide. Enfin, peut-être que je pourrais être votre aide, j'en sais rien. Si des vidéos comme celle-là, ça peut être suffisant à vous motiver à changer, mais je pense qu'il faut vraiment que vous écoutiez toutes ces vidéos que moi j'ai écoutées aussi de toutes ces personnes là qui sont dans les neurosciences et qui expliquent bien le truc du subconscient avec les termes comme il faut et tout. Et il faut que vous l'écoutiez à répétition. C'est-à-dire que ce que je fais tout le temps, je passe mon temps à réécouter en boucle ou à écouter d'autres vidéos, mais que c'est toujours au même rapport. Donc du coup, je tourne toujours en boucle les mêmes idées pour ne pas les oublier. Et même comme ça, il y a toujours des nouveaux trucs que je vais réécouter en boucle, mais je ne vais pas comprendre les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire que quand je réécoute en boucle 5 fois dans l'année, la première fois, je vais capter certaines choses, la deuxième fois, je vais capter d'autres choses, la troisième fois, je vais capter d'autres choses. Alors, c'est jamais les mêmes choses sur quoi on focalise notre attention. Donc du coup, c'est important de toujours, c'est pas le tout d'écouter une fois la vidéo et puis de la mettre au placard et dire c'est bon, j'ai écouté la vidéo et ça y est, avec ça, ma vie va changer. Non, c'est vraiment, il faut y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer des choses dans votre vie si vous y allez doucement comme ça. Et la vie passe vite, sincèrement, et vous allez avoir des regrets et des lamentations à la fin, à votre dernier souffle, de ne pas avoir fait ce que vous auriez dû faire. Et c'est la plupart des gens qui meurent, qui se disent si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais ne vivez pas, n'attendez pas de mourir pour vous dire oh mon Dieu, mais si j'avais su, j'aurais essayé. Faites-le, essayez, c'est une expérience, je vous promets, avec tout ce que j'avais comme drame dans ma vie et d'addiction et tout ça, si en 5 ans déjà j'ai réussi plus ou moins à retrouver ce chemin de la plénitude là et d'être en équilibre et de ne pas vriller à chaque événement, un Covid ou ceci. Bon, enfin, c'est pas facile, hein, mais je gère avec la méditation. Je dis pas que je suis, ça y est, un Bouddha, mais je continue la pratique. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas autant d'addiction, si vous n'avez pas été autant violé, si vous n'avez pas de trucs autant dramatiques, bah, si vous vous mettez à opérer ces petits changements, je ne sais pas moi, les choses qui vous dérangent, par exemple, vous vous mettez en colère facilement, ça touche beaucoup de monde. D'être susceptible, par exemple, vous n'allez pas me dire que le fait d'être susceptible, ça vous rend heureux. Bien entendu que non. Si la moindre personne qui vous dit quelque chose, vous vous mettez à renfouiner comme ça et vous ne parlez plus, vous vous mettez tout de suite en impulsion et en impulsivité et vous réagissez, vous êtes stressé et tout ça, ça ne vous rend pas heureux. Parce que c'est quelque chose qu'il faut changer dans votre vie, donc il faut que vous l'observiez, il faut que vous pratiquiez l'art de la pleine conscience, vous observez jusqu'à ce qu'à un moment, ça va disparaître. Mais si vous ne l'observez pas et que déjà avant d'observer, il faut que vous regardiez une bonne fois pour toutes et vous décriviez en fait objectivement et subjectivement en vous disant bon bah ma personnalité je suis comme ça, je m'énerve facilement, mais à côté de ça, bon, par exemple, je suis très généreuse. Voilà, moi, c'était pas mon cas. Enfin, si j'étais généreuse, mais j'avais quand même, comme j'expliquais hier, le côté radin qui ressortait facilement. J'avais vraiment du mal à donner vraiment facilement, quoi. Donc, vous pouvez... Vous décrivez, quoi. Si je parle pour moi, à l'époque, bon, bah, je m'énervais. J'étais radin, j'étais susceptible. Qu'est-ce que j'avais? J'avais tellement de trucs. J'étais accro à toutes les substances pas possibles. Compulsive, anorexique, boulimique, alcoolique, droguée, dans les caractères, on va dire, plutôt que dans les addictions. J'avais des traits de la perversion narcissique, c'est-à-dire que je faisais des rages liées à la crise autistique, d'accord, mais je devenais un vrai perverse narcissique, pas comme un vrai, mais pratiquement, hein, franchement, il n'y avait pas beaucoup de différence.
Qu'est-ce que j'avais encore comme défaut je volais beaucoup, j'avais la compulsion de voler, j'étais kleptomane. Il y a un moment, j'ai jamais vraiment menti beaucoup, mais bon, je pense que non, mentir, c'était pas trop mon truc. Par contre, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui mentait beaucoup. Je pense qu'au contraire, j'ai souvent plutôt dit la vérité. Je me mentais peut-être à moi-même, mais bon, après, je sais pas encore comme ça qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que j'avais encore comme défaut, mais j'avais plein de défauts, je suis sûre encore plus que ça. Qu'est-ce que je. Dans les traits des personnalités, j'étais jalouse. J'enviais, j'avais de la jalousie, mais même encore maintenant, je l'ai. Mais maintenant, je l'exprime. C'est-à-dire que j'ai une copine il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé une vidéo d'elle qui jouait dans une église au Portugal avec des lumières, et le public qui l'applaudit, joue son petit instrument que ça fait même pas 2 ans qu'elle en joue et qu'elle avait aucune base en musique. Et sincèrement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu le venin là qui s'est propagé en moi et je me voyais, je m'observais, je me voyais jalouse, envieuse et là je lui ai laissé un vocal. À un moment, je parle plus et je laisse plus de trucs sur le téléphone et tout, de vocaux là, WhatsApp et tout, mais là je l'ai fait quoi, j'ai dit waouh, mais là, si tu savais le poison qui m'a pénétré en te regardant, alors qu'en fait j'aurais dû être heureuse pour toi, et oui, je voulais être heureuse, je voulais ça, mais j'avais cette vieille programmation de jalousie là, parce que c'est quelque chose que j'aimerais qui m'arrive, d'être dans une église avec des lumières et un public qui me reconnaît dans tout simplement dans ce que je suis en train de faire, la valorisation quoi, tout simplement. Enfin, je pense que ça fait du bien à tous les égos sur cette terre, hein, c'est normal, si on n'a pas encore travaillé l'ego, ça fait souffrir du coup de voir que quelqu'un y arrive et pas vous en fait. Parce que sincèrement, oui, j'ai arrêté là, la performance de me produire en public parce que je ne recevais pas, je pense, l'énergie que moi je donnais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, j'en ai eu marre de devoir me promotionner, de me vendre et de devoir vendre un talent qui était évident pour moi. J'avais aucun doute sur mon talent. Alors, excusez-moi, ça fait un peu genre je me la pète, mais enfin, je me la pète, comme on dit en français plus joli. J'essaie de plus dire de gros mots. Je ne sais pas si je me la pète, c'est gros mot ou pas, mais enfin, c'est pas très joli. Excusez-moi de paraître orgueilleuse ou condescendante, enfin, j'en sais rien quel mot vous allez dire pour le fait que je n'ai pas de doute sur le fait que je suis talentueuse. Je suis désolée de devoir dire ça, mais il y a un moment, il faut que nous nous regardions, parce que du coup, avant de devenir talentueuse, bien entendu, comme je vous l'explique dans d'autres vidéos, je suis passée par la phase de l'auto-sabotage, bien entendu, à cause de trop de viols et d'abus sexuels et psychologiques dans ma vie qui ont fait que, bien entendu, j'étais dans une autodestruction et j'avais le syndrome de l'imposteur et tout ce qu'on voudra bien. Donc, bien entendu, j'étais anorexique, je faisais 39 kilos, donc je me trouvais moche et je me détruisais de par le fait d'avoir été trop abusée sexuellement, de reproduire toujours la dissociation. Et en plus, le fait de certainement être autiste Asperger et le fait d'être au potentiel émotionnel, enfin tout le package là qui faisait que. Et que du coup, voilà, j'étais pas du tout à dire genre, oh mon dieu, je suis belle et je suis intelligente. Pas du tout, je me trouvais moche et stupide, comme on me l'avait fait souvent croire, parce qu'on m'a souvent dit que j'avais. Alors là, je vais reprendre les termes qu'on me disait. On me disait que j'avais une gueule de guenon. Excusez-moi, je ne peux pas traduire avec parce qu'il faut que je dise la vérité dans le sens où, donc, quand vous êtes petit, même plus, quand j'ai travaillé vendeuse et que j'avais donc 22 ans, mon responsable se moquait de mes dents en me disant, mais t'as vu tes dents? Alors je vous montrais mes dents. Je pense que vous les avez déjà eu quand je souris ou quand je rigole. C'est vrai que j'ai une grande dentition, pas plus que celle de, comment elle s'appelle là, le Bohemian Rhapsody. J'ai plus son nom en tête, Freddie Mercury, qui a une dentition énorme et qui a réussi là où il a réussi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est souvent moqué de moi, notamment de ma bouche, et donc ça c'est dans les termes à peu près qui passent bien, mais on me disait aussi, alors là c'est embêtant face à la caméra, mais c'est ça, face au truc de YouTube, mais on me disait que j'avais une bouche à fellation, on va dire, avec le mot P-I-P-E, quoi. Donc voilà, des termes comme ça. Donc j'ai grandi dans cette humiliation de mon physique et surtout la bouche, c'est par là où sort la parole. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que j'ai grandi d'ailleurs, il y a un moment, je riais et je me cachais comme ça quand je riais. Je voulais pas montrer mes dents. Et donc du coup c'est horrible parce qu'en fait on vous fait croire que là où il y a le plus de pouvoir en fait la parole
c'est là où il y a un gros défaut et il faut surtout pas le montrer. Donc si en plus on ne le montre pas, qu'on en a honte, ben après on ne peut pas employer la parole et sortir des mots pour guérir, contribuer à une humanité meilleure. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu que je travaille aussi sur cela, sur l'acceptation de mon visage comme il est en fait. Et oui, j'ai peut-être des traits africains, je ne sais pas si vous voyez. Le bouche comme ça, le nez, oui d'accord, parce que vous ne savez pas que je suis africaine, je sens sénégalais, alors les gens me voient comme ça, ils disent oh ben non, tu es bronzée, ben non, moi je vois vraiment les traits de l'Afrique et dans les moqueries que j'avais, c'était lié, je pense, à ce facial africain. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il a fallu que je transforme tout ça, tous ces trucs qui me collaient à la peau et qui étaient en train de m'empêcher, qui me limitaient, dans me déployer dans mes capacités et mon potentiel. Et maintenant que j'ai bien déblayé tout, ben maintenant je reconnais, je pense que je fais partie des gens plus ou moins jolis sur cette terre. De toute façon, la belleur, comment on dit en français, la bellécide, je sais, la beauté, pardon, je buguais sur le mot, la beauté, c'est la beauté du cœur. Bon, c'est vrai que c'est encore mieux si on peut avoir un physique plus ou moins un peu mieux, quoi, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas le physique extérieur, ça en plus c'est faux, c'est faussé, c'est subjectif, quelqu'un qui trouve beau l'autre ne le trouve pas forcément beau, c'est pas le plus important, ce qui est important c'est vraiment la beauté du cœur, et puis de se reconnaître dans ses capacités, donc bien entendu, maintenant, je reconnais que je suis talentueuse, mais sans me mettre un melon sur la tête, je suis talentueuse comme vous tous, comme nous tous. Il n'y a personne sur cette terre qui est né stupide, je suis désolée, qui est né incapable. Ce n'est pas vrai, c'est que des fausses croyances et c'est que des éducations erronées basées sur l'humiliation et on y croit et du coup on se limite toute notre vie. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette faculté à ne pas pouvoir se concentrer, le trouble de déficit de l'attention avec hyper ou sans hyperactivité, lorsqu'on travaille dessus et qu'on le diminue, normalement on le travaille en trouvant notre passion et on augmente notre concentration, on augmente notre faculté de pleine conscience, notre foi aussi, parce qu'on se révèle dans notre talent, on se dit ah, mais finalement je n'étais pas si bête que ça, donc la foi grandit, ça va ensemble en fait. L'énergie nous vient et la compréhension, les 5 facultés du bouddhisme là que je vous ai dit juste au début, et la compréhension nous vient de finalement la compréhension de quoi ? La compréhension de se rendre compte qu'on s'est fait berner. En gros c'est ça, on s'est fait berner du début à la fin, mais pas encore jusqu'à la fin, puisque nous sommes en train de reprendre le parcours de notre vie. Donc nous n'arrivons pas encore à la fin. Nous pourrions dire on s'est fait berner jusqu'à la fin si on n'avait pas, excusez-moi ça me fait rire, si on n'avait pas en fait bifurqué à changer notre destin. Là on pourrait dire au dernier souffle, bon on s'est bien fait avoir quand même, hein. Mais comme là du coup on arrive avant notre dernier souffle et que nous prenons conscience de que finalement nous sommes les créateurs de notre vie et que tiens, s'il y a ces vidéos qui disent que par le pouvoir de ce que je pense, je deviens ce que je pense, si je pense que je suis nulle, bête, stupide, moche, c'est ce que je suis en fait. Je ne peux pas être autre chose que ce que je pense, c'est vraiment très simple. Donc il faut changer vos pensées et vous dire c'est pas ça que je veux penser de moi, je veux penser ça, je veux être un être de lumière et d'amour en fait. Et là j'ai encore écouté une vidéo, je la mettrai dans la description. Là c'était sur un cours en miracle. Alors là le cours en miracle, ça fait des années que j'entends parler de ce truc là, un cours en miracle, donc d'ailleurs c'est un cours en miracle. Et moi à chaque fois j'avais l'impression que c'était un courant du C-O-U-R-A-N-T comme le courant de la mer, un courant miracle. Et en fait non, c'est un cours en miracle, comme une leçon quoi. Et donc je n'ai jamais encore trouvé vraiment le livre audio, parce qu'il y a un livre là-dessus, je ne l'ai jamais vraiment trouvé, mais là j'ai trouvé quelqu'un qui du coup donne les cours basés sur la théorie du cours en miracle, et il parle pendant 1h30 là.
Et en fait, il expliquait cela, que en fait, pourquoi l'humain divague complètement, c'est parce qu'il est déconnecté de sa... Ah non, pardon, c'est pas dans cette vidéo-là, c'est dans... Mais c'est pas grave, je vous la mettrai quand même, elle est intéressante. C'est dans... D'ailleurs, il fait beaucoup de relations. De toute façon, ils sont toujours en train tous de parler, plus ou moins, hein, même que ce soit dans les neurosciences aussi. Ils parlent pas forcément de Jésus-Christ, mais du cosmos, du divin, de cet imperceptible qui est infinité, illimitée, création, en fait. Et souvent il y a des relations avec Jésus-Christ, Dieu, enfin c'est tout ça, ça tourne toujours un peu, ils reviennent très souvent, hein, qu'on lui mette le nom du Bouddha, de Jésus ou de Dieu, de ce que vous voudrez bien, de l'univers, de la force créatrice, du Saint-Esprit, de ce qu'on veut bien, de la nature, ça revient qu'il y a quand même quelque chose qui est une force créatrice. Et donc du coup c'est Eckhart Tolle dans le livre, je suis en train de le lire, je l'ai déjà écouté et je l'ai déjà lu, mais je le relis et je l'écoute sur YouTube, c'est La Nouvelle Terre, c'est ce qu'il a écrit aussi après le pouvoir du moment présent, et c'est dans La Nouvelle Terre pardon, qu'il dit ça, qu'en fait on est déconnecté de nous-mêmes parce que en fait on est éloigné de... En fait, le jugement de nous-mêmes et le jugement des autres nous éloigne de ce tout et de cette connexion avec nous-mêmes, en fait. L'incité, comme le A-I-N-S-I-T-E, comme le parle le bouddhisme, le tout, le fait qu'on se juge, qu'on s'auto-sabote, donc du coup, quand on s'auto-sabote et qu'on se juge, on juge les autres et on les sabote, ça nous écarte du fait que nous sommes tous reliés, en fait. Et le fait que nous sommes tous reliés et qu'on n'arrive pas à se connecter à ce concept que nous sommes tous ensemble dans ce cosmos, bah c'est ça qui fait qu'on est complètement déconnecté de nous-mêmes, en fait, parce qu'on se juge et on juge les autres, en fait. Voilà, donc bref, je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure et donc il reste 8 minutes. Donc voilà, je vais finir là-dessus juste pour vous dire qu'en gros, il n'y a que vous qui puissiez faire l'expérience. C'est une expérience de vous dire, bon, ok, je suis comme ça maintenant, et est-ce qu'on va voir si vraiment c'est irréversible? Comme on me l'a dit, je suis schizophrène, comme on me l'a dit, je suis bipolaire, comme on me l'a dit, je suis autiste, Asperger, comme on me l'a dit, je suis au potentiel émotionnel. Est-ce que tous les traits de personnalité qui sont reliés à toutes ces maladies mentales ou ces différences cognitives ou quelle que soit la chose, on parle des traits négatifs de personnalité, que ce soit anxiété, dépression, colère, bipolarité, enfin la colère, on va la mettre avec les crises, quoi, les crises de rage narcissique ou de crise autistique, vous les appelez, enfin, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on veut changer dans notre vie? On ne va pas changer ce qui va bien, donc il faut bien qu'on se rende compte que ces choses qui nous embêtent, on peut les changer, voilà, point barre. On y croit ou on n'y croit pas. Si vous n'y croyez pas, c'est même pas la peine de commencer, c'est ça que je veux vous dire. Et si vous y croyez, déjà, là, votre foi, elle est là. Si vous croyez en que vous pouvez changer, ces choses en plus, ce sont des masques que vous portez qui ne sont pas du tout qui vous êtes. Je peux vous garantir, c'est-à-dire que c'est des masques que vous vous êtes créés, des couches, des masques, vous les appelez comme vous voulez, que vous accumulez, et puis que vous retirez selon qui vous avez en face de vous, des rôles aussi que vous pouvez dire. Donc des fois vous avez le rôle de je me mets en colère, des fois vous avez le rôle de je suis timide, des fois vous avez le rôle de je suis en dépression, des fois vous avez le rôle de je suis anxieux, des fois vous avez le rôle de je ne suis pas qui je suis, en mode dédoublement de personnalité ou crise schizophrénique. Pourquoi j'ai dit ça? Que ce sont des rôles ou des masques que vous êtes façonnés, qu'on vous a fait vous façonner. En fonction de quelle graine, si on se base sur le concept de la sagesse bouddhisme qui parle des petites graines,
qu'on a en nous, quelle graine on nous a arrosé. Si on nous a arrosé que de la mauvaise graine qui a fait qu'on nous a développé ces traits de personnalité, parce que la schizophrénie, sincèrement, sincèrement, je ne pense pas qu'on naisse schizophrène. Je pense qu'on le devient, de la même manière que je pense qu'on peut devenir autiste, de la même manière que je peux avoir un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et que ça peut se diminuer avec l'âge selon mon environnement et le cours de ma vie, des tournures que va prendre ma vie. Donc tout évolue en fait. Donc en fait, il n'y a vraiment que vous qui puissiez dire, bon, allez, je vais croire et avoir la foi en que je choisis un trait de ma personnalité et je vais travailler dessus jusqu'à ce que je le transforme en ce que je souhaite. Et qu'est-ce que vous souhaitez? C'est l'opposé, obligatoirement. C'est-à-dire que si vous souhaitez ne plus être en colère, automatiquement la patience va venir. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de choisir. Hier, je vous disais, vous faites des flèches avec les opposés. C'est en mode, vraiment pour vous faire comprendre. Mais si vous vous dites, j'arrête d'être en colère, automatiquement la patience va venir. Si vous vous dites j'arrête d'être radin, automatiquement le partage et la bienveillance, la compassion va naître en vous. Automatiquement, c'est-à-dire qu'en arrêtant d'arroser votre graine de colère par le biais de votre pleine conscience, de votre observation, de regarder quand est-ce que vous vous mettez en colère, ou de vous regarder quand est-ce que vous êtes radin, etc., ou de vous regarder quand est-ce que vous êtes en mode jalouse, envieux, quel que soit les négatifs de votre personnalité, à force de les observer et de travailler dessus, automatiquement vous allez arroser les graines qui sont l'opposé de ces négatifs-là. Même si vous ne voulez pas arroser les positifs, ça va forcément s'arroser. En vous disant je ne veux plus ce trait de caractère, l'impulsivité, la compulsivité, la colère par exemple, et vous allez travailler dessus. Donc il faut que vous méditiez, hein, ça c'est clair, il faut que vous arrêtiez de manger des toxiques, des choses pleines d'additifs et tout ça, parce que ça excite aussi au niveau du système cognitif et tout ça, c'est pas bon. Donc il faut que vous repreniez votre vie en main et que vous ayez une vie plus ou moins saine, quoi, puis que vous pratiquiez cette conscience de que, bon, bah, il faut que j'arrête d'être en colère comme ça pour un oui, pour un non, parce que je me fais pas de bien, je fais de bien en personne. Bah, vous vous rendrez compte dans votre futur que lorsque vous ne serez plus en colère autant que vous vous mettiez en colère petit à petit, un jour votre colère elle va disparaître. Ben, sans même vous en rendre compte, vous aurez arrosé les graines ou les valeurs en vous qui sont l'opposé de la colère. Donc la patience, l'écoute, parce que généralement quand on se met en colère aussi, c'est parce que souvent notre capacité d'écoute, elle est pas forcément la plus au top, on va dire. Donc à force de travailler aussi sur la colère, on devient patient, on a une plus grande facilité d'écoute, c'est-à-dire qu'on coupe moins la parole aux gens, on veut moins toujours vouloir raison. Alors ça c'est pareil, en diminuant notre colère, et ben notre ego diminue aussi, on arrête de se... Parce que bien sûr, si on se mettait en colère essentiellement beaucoup parce que on voulait avoir raison, et qu'on se rend compte qu'en fait, qu'à chaque fois que je me mets en colère, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se met en conflit avec moi, parce qu'il ne dit pas comme moi je pense, parce que je suis persuadée que ce que je dis c'est la vérité, et non, je veux absolument que il faut qu'il m'écoute, et à la fin je deviens fou parce que non, c'est moi qui ai raison. Enfin en gros, c'est pas que vous compreniez. Et quand vous observez ça, bah, du coup après, à force, vous allez vous rendre compte que il faut que vous quittiez de ce jeu-là de vouloir avoir raison. Ça ne peut pas aller avec la patience et tout ça. Donc, petit à petit, le fait de ne plus vouloir être en colère, ça va vous éliminer d'autres traits de personnalité, notamment l'ego qui veut toujours avoir raison. Et puis, ça va vous faire grandir. Vous allez arroser inconsciemment, en parlant de la sagesse bouddhiste, vous allez arroser inconsciemment les autres graines qui vont sortir. Et normalement, vous avez la créativité qui est lié à tout ça, parce que du coup, quand vous éliminez tous ces traits de personnalité qui vous barrent la créativité, en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas créatif, c'est parce que on est happé dans une énergie qui n'est pas la nôtre, en fait. Et quand petit à petit vous éliminez tout ça, la créativité, elle vient, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment,
ben, vous auriez peint votre chambre en blanc et là vous allez la peindre en bleu avec une mouette. Comme ma maman va le faire, elle a dû cultiver un petit peu ces derniers temps sa graine de je ne sais quoi, elle a dû travailler sur elle dans ces derniers mois là, sur quelque chose de sa personnalité qui fait que d'habitude elle l'aurait pas fait comme ça la chambre et là hop ce jour-là elle dit bah tiens je vais peindre et ben je vais moi même faire la mouette et elle va se rendre compte qu'en faisant la mouette elle a un talent de reproduction en plus grand par exemple. Elle n'arrivait pas bien à dessiner la mouette petite mais par contre quand c'est sur un mur elle arrive à la faire magnifique et proportionnelle et très bien. Voilà, donc on se rend compte de choses qu'on ne connaissait pas de nous. Et ça ouvre vraiment la porte sur la découverte de tout est possible et de cette infinie illimitée de la création, de l'hypercréativité et de qu'on n'est plus amour, quoi. Les 1 heure sont passées, mais c'est pas grave, je vais pas finir comme ça, je vais essayer de rester au bout d'1 heure. Et voilà, donc on se rend compte qu'en fait finalement on n'était pas ce qu'on croyait qu'on était, on n'était pas aussi nul que ça, on n'était pas aussi nul que ça en dessin, on n'était pas aussi nul que ça en chant, comme je l'ai cru pendant tellement d'années que je ne savais pas chanter, je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela. Et puis au final, bah maintenant je chante quoi, tout simplement. Alors je dis pas que je chante comme la plus belle des divas des mondes entiers. Ben, je chante, c'est ça, et je prends plaisir en chantant, c'est ça le plus important finalement, parce qu'on se met des limites à ne pas faire des choses. Ce qui est important, c'est de prendre plaisir. Donc même si notre mouette, c'est pas la plus belle, de toute façon c'est subjectif. Si c'est pas la plus belle du monde, la mouette qu'on a fait sur le mur, mais si on a pris plaisir à la dessiner, tant qu'on fait pas un désastre, de toute façon après on peut repeindre, hein, je veux dire, c'est ça que je veux dire. L'important c'est de prendre plaisir à faire chaque chose et de les faire avec amour. Donc c'est merveilleux en fait de se libérer, parce que quand on est dans la colère, dans l'impulsivité, la non-patience, dans l'agressivité, la carriacité, qu'on est méchant, qu'on pique, qu'on est jaloux, qu'on est envieux, bon, on ne peut pas être créatif. Déjà on est généralement envieux et jaloux de ce que l'autre a et aussi de sa créativité ou de ses capacités. On est généralement jaloux de la capacité de l'autre qu'on n'a pas encore dévoilé en nous, et du coup le fait de le voir en l'autre et qu'on n'a pas nous, ça nous rend envieux et jaloux. Bon, bah, une fois qu'on arrive à se retirer de tout ça, on se rend compte en fait que ce qu'on a envié à un moment, c'était quelque chose qu'on avait nous aussi à notre style à nous en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se comparer. S'il y a une personne qui chante très bien avec une guitare, ce style-là, bon ben moi je prends la guitare et je chante différemment, mais c'est ma manière de chanter et on ne peut pas comparer deux choses, quoi. C'est-à-dire que tout ça, la beauté, tout ça, c'est subjectif. Ce qui est important, c'est qu'on prenne plaisir à faire des choses avec amour et qu'on ne se mette pas des barrières et des limites à ce potentiel d'intelligence et de création qui est en chacun de nous, hein. Ça c'est clair et net, quoi. Tous nous pouvons en fait écrire un livre, tous nous pouvons apprendre la musique, tous nous pouvons apprendre à chanter, tous nous pouvons apprendre à nager, tous nous pouvons apprendre à faire du sport, n'importe quel sport, le sport qui nous dit à l'âge qu'on a envie, quand on veut, on peut tout faire en fait. Vraiment, on est vraiment illimité. Et aussi cette croyance qui dit qu'à 80 ans on doit mourir, je ne sais pas quoi. Personnellement, je n'ai pas envie de faire cette expérience et je prends un chemin de vie qui fait qu'à 80 ans, je commencerai le breakdance, hip-hop dance et je serai en équilibre sur les deux mains. Je n'ai pas envie de me laisser happer par ces limitations sociétaires qui nous font croire que oui, la majorité des gens vivent à 80 ans, mais oui, mais ils n'ont pas vécu leur vie, donc c'est pour ça qu'ils meurent à 80 ans. Mais quand vous vivez votre vie à fond et vous expérimentez ce que vous devez expérimenter, enfin, on verra bien comment je serai à 80 ans, mais je n'ai pas l'intention de mourir à 80 ans, hein. Sincèrement, on verra bien, mais dans ma tête, c'est pas ça qui va se passer. Je suis pas comme la majorité des gens qui attendent ça, les 80 ans, pour inconsciemment, parce que ça y est, ils en ont marre, quoi. Toute leur vie, les enfants, le travail, ils sont fatigués, ils s'ennuient, ils n'ont plus rien à faire, leur vie elle est passée. Et en fait, en gros, c'est ça, quoi, vivre 80 ans, entre guillemets, que je meurs, c'est pas vivre 80 ans, mais ils l'attendent, quoi. Donc, moi, non, je n'ai pas envie de ça, d'attendre mes 80 ans pour mourir. Je veux vivre vraiment le plus longtemps possible et faire le plus d'expériences extraordinaires, dans le sens de me challenger toujours à voir ce qui est possible, en fait. Je suis vraiment dans le truc ouverture de tout est possible. Et Nelson Mandela le disait,
on dit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Donc voilà, je suis sur ça et je suis sur le truc de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà, et c'est clair et net que quand on fait cette transformation et qu'on fait ce changement personnel, ben après, vraiment, on a ce spectre qui s'ouvre de tout est possible dans l'autre. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus juger quelqu'un parce qu'on sait que cette personne, elle est comme ça à un moment, c'est parce qu'elle est dans l'ignorance. Et on sait qu'il n'y a personne de stupide, on sait qu'il n'y a personne qui est méchant. On sait que toutes ces personnes-là, c'est juste parce qu'elles n'ont pas encore fait le chemin de transformation et que derrière l'apparence que cette personne donne, il y a un cœur rempli d'amour et il y a un talent énorme et une intelligence hors norme en fait. Voilà. Donc, et du coup, c'est merveilleux de pouvoir voir ça, même dans le pire masque que l'être humain peut se porter, on arrive à percevoir la lumière. C'est à ça qu'on devrait tous essayer de travailler, parce que maintenant nous pointons de doigt toutes les obscurités de tout le monde, mais ça c'est parce que nous pointons du doigt nos propres obscurités. Enfin, nous ne voulons pas les pointer du doigt, donc nous les pointons sur les autres pour éviter de se les pointer sur nous-mêmes. Mais ça, ce n'est pas comme ça que... Ce n'est pas comme ça que le bonheur peut venir en fait. C'est un échappatoire il faut se regarder et c'est la seule manière de pouvoir se changer. Si on ne se regarde pas et qu'on n'accepte pas qu'on est comme ça et que c'est pas grave, on a été conditionné comme ça, j'accepte ça et je le transforme. Mais si on ne veut pas le voir, si on ne veut pas voir que je suis radin, que je me mets en colère, que je suis jalouse, que j'envie, que j'ai des traits pervers narcissiques, que j'ai des pulsions pédophiles, que ceci, cela, si on ne veut pas les voir, que je suis kleptomane, que je suis ceci, cela, addict, alcool, drogue, tout ce qu'on voudra bien, si on ne veut pas le voir, on ne peut pas le changer en fait, c'est pas possible. Donc on restera comme ça et bien entendu, si on est comme ce que je viens de vous citer, qui faisait partie de ma vie, on n'est pas heureux comme ça. On peut pas être heureux en étant en colère, on peut pas être heureux en étant pédophile, on peut pas être heureux en étant pervers, sadique, narcissique, on peut pas être heureux en étant jalouse, envieuse, c'est pas possible. Voilà, donc pour ma part, je suis vraiment heureuse maintenant d'être dans le futur, de ce passé que je ne savais pas où j'allais, mais je me suis dit, il faut que je change. Et maintenant que je suis là, je n'ai aucun regret, vraiment, d'avoir pris ce chemin-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle est en complément, du coup, de celle d'hier et des 3-4 dernières. Là, de toute façon, vous verrez dans la vidéo, si vous voyez, basé sur le livre de Métamorphose de l'esprit de Thich Nhat Hanh, c'est que ça parle à peu près des petites graines toujours et de notre capacité de transformation et de notre obscurité jaillit la lumière, en fait. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!